Sherry Everly était une jeune femme de 18 ans commençant une toute nouvelle vie après avoir obtenu son diplôme de l'enseignement secondaire. Pour gagner un petit peu d'argent, elle avait commencé à travailler comme livreuse de pizza. Un beau jour, elle va alors être appelée pour une livraison de pizza, mais bizarrement, l'adresse qu'on lui a donnée va l'emmener au milieu des bois. Malheureusement, après ça, on ne la reverra plus jamais en vie. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Sherry Everly, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire qui est quand même une grosse affaire et qui, vous allez voir, c'est une affaire résolue, mais on va passer par plein de théories et faut savoir que l'enquête a connu vraiment beaucoup de rebondissements. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Holly Energy. Holly est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Holly utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Holly, c'est donc des boissons énergisantes véganes, sans sucre, avec des colorants et arômes naturels, mais aussi des thés glacés boostés en antioxydants. Mais à présent, Holly se lance dans une toute nouvelle gamme de boissons qui visent à une hydratation maximale. Ces nouvelles boissons isotoniques sont parfaites si vous faites du sport. Avec elles viennent également 3 nouveaux goûts: pamplemousse rose, kiwi fraise et pêche blanche. C'est bon et c'est beaucoup plus sain que des boissons sportives artificielles. C'est vraiment le moment de vous lancer car pour l'instant, à l'achat de ces nouveaux packs de lancement, la marque vous offre différents cadeaux comme des shakers thermiques ou même des t-shirts. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phoenixia5 et avec le code Phoenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables partout dans le monde. Donc voilà, comme d'habitude, je vous le rappelle, mais n'hésitez pas à aller faire un tour en barre de description si vous voulez aller voir leur site. N'hésitez pas non plus à aller voir leur compte Instagram, je vous mets aussi le lien en description. Mis à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Et maintenant, lançons-nous dans cette triste histoire. Sherry Everly est née le 6 décembre 1963 aux États-Unis, dans la ville de Salem, dans l'État de l'Oregon. Elle a grandi dans une bonne famille, ses parents étaient Steve et Linda Everly, et si je peux dire ça comme ça, sa famille était quand même assez riche. Adolescente, Sherry avait étudié à la Sprague High School, donc à Salem, et en 1982, donc lorsqu'elle avait 18 ans, elle en a été diplômée. Après ça, elle a décidé de quitter l'appartement de ses parents et s'est installée dans un appartement dans le sud de Salem avec son cousin. Elle s'était également trouvé un job histoire d'avoir un petit peu d'argent et travaillait depuis très peu de temps en tant que livreuse de pizza pour les restaurants Domino's. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du dimanche 4 juillet 1982. Donc dites-vous bien qu'à ce moment-là, son emménagement et son nouveau boulot étaient encore des choses très récentes et il faut savoir qu'elle ne travaillait là que depuis un mois. Mais en tout cas, ce dimanche soir-là, Sherry n'était pas censée travailler. Mais comme vous le savez peut-être, le 4 juillet est une date assez importante aux États-Unis parce que c'est le jour de l'indépendance et donc clairement tout le pays est en fête. Un des collègues de Sherry qui lui était censé travailler ce jour-là va alors demander à Sherry si elle pouvait le remplacer parce que lui il avait envie d'aller faire la fête et Sherry a gentiment accepté. Par contre, ce que ce collègue ne savait pas, c'est qu'en demandant à Sherry de le remplacer, il venait d'échapper à la mort. Et malheureusement, il avait également condamné Sherry. Mais à présent, venons-en aux faits. Vers 21 h ce soir-là, le restaurant Domino's Pizza va recevoir une commande par téléphone d'un homme qui semblait d'âge moyen et qui dira s'appeler Dunbar. Ce qui va être étrange ici, c'est que Dunbar va dire qu'il avait déjà commandé des pizzas dans ce Domino's et qu'il souhaitait être livré par la même personne que la fois précédente. Il va dire que la dernière fois, la personne qui l'avait livré était une femme
qui s'appelait Claire. On va lui donner le prénom Claire parce qu'on ne connaît pas son réel prénom. Donc le restaurant va accepter d'envoyer Claire là-bas et quand on va demander à Dunbar son adresse, là il va aussi répondre quelque chose de très étrange. Il va dire que Claire connaissait l'adresse et qu'il ne devait donc pas la donner à Domino's. Après ça, eh bien, il ne donnera plus aucune information et il va raccrocher. Le Domino's a donc fait sa commande, mais au moment d'appeler Claire pour lui demander d'aller livrer, eh bien, ils se sont rendus compte qu'au final, elle ne travaillait pas ce jour-là. Ils ont alors essayé de retrouver le numéro de Dunbar pour l'avertir. C'est là que les employés vont faire une première constatation étrange, c'est que Dunbar n'avait pas appelé de son numéro personnel, le numéro était en fait celui d'un motel. Il avait donc appelé via le téléphone fixe du motel qui est appelé le City Center Motel. Mais en tout cas, une fois au téléphone, eh bien Dunbar a donné l'adresse où il souhaitait être livré. Il dira alors que ce serait à son domicile et que sa maison se trouvait sur la rue River Haven, une rue qui était un petit peu excentrée de la ville. Ce qui est étrange également, c'est que cet endroit se trouvait dans une zone très boisée, près de la rivière Willamette. Bon là c'était encore plus étrange parce que c'était vraiment un endroit boisé, personne n'imaginait qu'il y ait une maison là-bas, mais en tout cas les employés de chez Domino's se sont dit que c'était peut-être une petite cabane, un chalet, un gîte dans la forêt et donc ils n'ont pas cherché plus loin. Par contre, ils se demanderont quand même pourquoi est-ce que Dunbar commandait sa pizza à son domicile dans la forêt s'il avait passé commande depuis un motel qui se trouvait en ville. Mais bon, là encore, les employés n'ont pas cherché plus loin, ils vont pas commencer à se poser des questions sur toutes les commandes de tous les clients. Mais donc voilà, pour cette livraison, eh bien, le restaurant Domino's va faire appel à Sherry. Quand elle a reçu la commande, elle est donc partie avec sa voiture qui était une Ford Pinto et a roulé jusqu'au restaurant Domino's. Elle a alors récupéré la commande et elle a roulé pendant à peu près 15 minutes pour se rendre jusqu'au point de livraison sur la rue River Haven. Mais voilà, en parallèle au restaurant Domino's, eh bien le temps va passer et les employés ne vont pas voir Sherry revenir. C'était étrange parce que la livraison était à 15 minutes de là, donc au pire elle revenait dans 30 minutes, 45 minutes, mais là au bout d'une heure et même encore un peu plus, le fait qu'elle soit pas rentrée a quand même un petit peu inquiété ses collègues. Mais l'angoisse va vraiment s'intensifier lorsqu'à 22h, la voiture de Sherry va être découverte là où elle était censée livrer la pizza. Donc en soi, eh bien, en plein milieu des bois. Lorsque les enquêteurs vont être appelés sur place, eh bien, ils noteront que la portière conducteur de la voiture était ouverte, qu'il y avait toujours les clés sur le contact et que le moteur tournait toujours. Mais attendez, parce que ce n'est pas tout. Tout autour de la voiture, il y avait en fait plusieurs signes de lutte, plusieurs signes qui montraient que quelque chose s'était passé. Déjà, on va retrouver la casquette Domino's que Sherry portait abandonnée sur le sol. Il y avait également son badge abandonné un petit peu plus loin. De plus, les cartons de pizza avec toujours les pizzas à l'intérieur que Sherry devait livrer ont été retrouvés sur le sol complètement écrasés. On va également retrouver une trace de pneus de voiture ou même de camionnette, mais également une empreinte de pas assez grande à proximité de la voiture. On a eu confirmation que l'empreinte de pas n'était pas celle de Sherry parce que justement elle était beaucoup trop grande, ça ne correspondait pas à sa pointure. Il y avait donc beaucoup de choses très étranges à cet endroit et malheureusement le fait que Sherry ne s'y trouvait pas présageait que quelque chose d'atroce lui était sans doute arrivé. Une chose était sûre en tout cas, elle avait été enlevée et le principal suspect était donc ce client qui s'appelait Dunbar. Une enquête va alors être lancée pour en savoir un petit peu plus sur ce mystérieux homme qui avait passé la commande. La première découverte que les autorités feront, c'était que l'homme avait menti sur son identité. Son nom n'était pas répertorié et l'adresse qu'il avait donnée, donc son adresse soi-disant dans la forêt, n'existait pas. En fait, au lieu de livraison, on va retrouver aucune cabane, aucune maison, aucun chalet, c'était simplement la forêt. Donc voilà, en soi, on le saura, tout ce qu'il avait dit était faux. De plus, on saura dès à présent que cet homme avait délibérément fait livrer une pizza au milieu de nulle part. Cela voulait donc dire que cet homme était sans doute dangereux, qu'il devait avoir de mauvaises intentions. Avec ça, les autorités ont donc su qu'il devait faire extrêmement vite pour avoir l'espoir de peut-être revoir Sherry en vie. Alors, le lendemain, soit le lundi 5 juillet, le restaurant Domino's va alors recevoir un appel de ce même homme qui avait commandé la veille. Il va reconnaître au téléphone qu'il avait bel et bien kidnappé Sherry et il promettait alors de la libérer et de la laisser saine et sauve si le restaurant acceptait de payer une rançon.
Mais bon, l'homme n'a pas donné plus de détails et il a ensuite raccroché sans donner aucune marche à suivre. Mais en tout cas, à la suite de cet appel, eh bien, les employés Domino's ont appelé les enquêteurs pour les avertir de ce qui venait de se passer. La police va alors faire un appel à témoins dans l'espoir d'avoir de l'aide de la population. Et justement, eh bien, plusieurs personnes vont témoigner. Ils diront avoir vu un camion vert suspect garé sur le bord de la route, près de l'endroit où Sherry avait disparu le dimanche soir, donc au moment de sa disparition. Ce camion vert était donc très probablement le véhicule du suspect. Mais bon, malheureusement, même si les enquêteurs ont tout fait pour essayer de retrouver ce camion, ils ne le retrouveront pas. En fait, c'est comme si lui aussi avait totalement disparu. Ils ont eu beau le chercher dans toute la ville et les environs, relancer un appel à témoins, ils ont été incapables de le localiser. Un mois va ensuite passer et puis un jour, un médium qui avait déjà collaboré avec la police dans le cadre d'enquêtes policières va vivre quelque chose d'étrange. Il s'appelait John Catchings et il va raconter que pendant la nuit, il lui était arrivé quelque chose de bien particulier. Il expliquera que vers 3h du matin, il s'était réveillé d'un profond sommeil et avait vu une silhouette fantomatique sur le bord de son lit. Il la décrira comme étant une jeune femme qui se tenait debout devant lui, mais ensuite elle aurait tout simplement disparu. John va alors se dire qu'il devait y avoir une raison pour laquelle cette jeune femme lui était apparue. Et finalement, 4 jours plus tard, il va recevoir un colis venant directement des enquêteurs de la ville de Salem. Dans le colis, il y avait justement des informations sur le cas de disparition de Sherry. Et si la police avait décidé de le lui envoyer, c'était parce qu'il savait et qu'il avait déjà aidé les autorités à retrouver des personnes disparues. Donc la police de Salem espérait que cet homme, ce médium, puisse aider dans cette affaire. Donc là, lorsque John a ouvert le colis et a vu la photo de Sherry, il s'est alors rendu compte que c'était cette jeune femme qu'il avait vue dans sa chambre quelques jours plus tôt. Sa première impression était alors que Sherry devait malheureusement être décédée. John va alors se pencher sur ce cas et pour être au plus près de l'enquête, il va décider de se rendre dans l'Oregon et d'aller visiter le lieu de l'enlèvement de Sherry. Il avait l'espoir qu'en se rendant sur place, il pourrait avoir une intuition et savoir où se trouvait le corps de Sherry. Une fois sur place, John va expliquer avoir eu des visions. Après ça, il dira à la police qu'il pensait savoir ce qui était réellement arrivé le soir de l'enlèvement. Il va alors expliquer que selon lui, Sherry avait conduit sur la route où elle était censée livrer la pizza, mais n'avait pas trouvé l'adresse qu'on lui avait envoyée. Elle roulait donc doucement sur cette route et à un moment donné, un camion avec tous ses phares d'allumés se serait approché d'elle. Le chauffeur lui aurait alors dit que c'était lui qui avait commandé les pizzas et qu'il s'était trompé d'adresse, qu'il était vraiment désolé. Suite à ça, Sherry serait sortie de sa voiture et lui aurait donné les pizzas. Mais selon le médium, c'est à ce moment-là que l'homme dans le camion s'est jeté sur Sherry et l'a traînée jusqu'à l'intérieur de son camion vert. Et d'ailleurs, je le reprécise, mais c'est justement un camion de couleur verte que les témoins avaient vu sur le lieu d'enlèvement le dimanche 4 juillet. Donc à partir de là, la police va reprendre la liste de tous les noms de personnes vivant dans la région et conduisant une camionnette verte. John, le médium, va ensuite demander à la police de lui écrire chacun des noms au cas où l'un d'eux lui parlerait et ce sera justement le cas. En fait, lorsque John va lire le nom d'un certain Darrell J. Wilson, il va directement savoir que cet homme-là avait quelque chose à voir avec l'enlèvement de Sherry. En fait, il dira qu'il savait que c'était l'homme que la police recherchait précisément. Bon, je précise que malheureusement, on n'a aucune photo de Darrell. Mais en tout cas, voilà, John va dire qu'il sentait que cet homme avait quelque chose à voir avec la disparition de Sherry. La police va alors se renseigner sur lui et ils verront que Darrell Wilson était déjà un nom qui était apparu dans l'enquête. Ils vont en fait constater que la belle-sœur de Darrell avait contacté la police au moment de l'appel à témoins qu'ils avaient fait juste après l'enlèvement de Sherry. C'est là que cette femme avait témoigné en disant que son beau-frère, Darrell Wilson, possédait une camionnette verte. Et d'ailleurs, elle avait dit que c'était très étrange parce que justement, plus ou moins 8 jours après la disparition de Sherry, il avait décidé de la repeindre en brun. Elle dirait également que son beau-frère Darrell connaissait Sherry,
mais on n'aura pas plus d'informations là-dessus. Par contre, lorsque Darrell va être interrogé par les policiers, il affirmera ne pas connaître Sherry et ne l'avoir même jamais vue. Malheureusement, il n'y avait pas assez de preuves contre Darrell pour le garder en garde à vue, donc finalement, les enquêteurs ont été obligés de le libérer. Mais bon, les enquêteurs ont vraiment travaillé pour essayer d'avoir le plus de preuves possible à son encontre. Ils vont d'ailleurs emmener John, donc le médium, devant la maison de Darrell. Ce qui va être d'ailleurs assez étrange, c'est que en arrivant devant la maison, John dira l'avoir déjà vu dans ses visions. Il dira qu'il avait justement vu une maison blanche avec des piliers à l'extérieur, ce qui correspondait parfaitement à la maison de Darrell. Ce qui va être fou ici, c'est que Darrell, donc notre suspect principal, va alors dire qu'il voulait parler au médium. Ce qui est dingue, c'est que jusque-là, il refusait de parler aux autorités, mais il a demandé à spécifiquement parler à John. John a donc rencontré Darrell et Darrell lui a dit qu'il voulait lui dire ce qu'il faisait la nuit de la disparition de Sherry. Il va alors lui raconter que ce soir-là, il campait avec des amis à Elk Lake. C'était à environ 3 heures de route de là où Sherry a été enlevée. Mais bon, lorsque John va poser plus de questions précises sur l'emploi du temps de Darrell, ce qu'il avait fait avec ses amis, etc., ça va être flou, c'est comme s'il avait du mal à y répondre. Mais en tout cas, après avoir parlé à Darrell, John dira qu'il en était encore plus sûr à présent. Pour lui, Darrell était la personne qui avait enlevé Sherry et qui l'avait probablement assassinée. Mais là, attention, parce qu'un nouveau retournement de situation va venir bouleverser l'enquête. Moins de 2 heures après que Darrell ait parlé avec John, la police va être appelée à son domicile. Il avait mis fin à ses jours. Malheureusement, après ça, les enquêteurs avaient perdu leur suspect numéro 1 et donc à présent, ils ne pouvaient plus l'interroger. Ils ont malgré tout essayé de trouver de nouveaux indices, mais ils n'ont rien retrouvé de concret et finalement, cette histoire est devenue un cold case. Des années plus tard, le dossier a tout de même été réouvert et les nouveaux enquêteurs ont décidé de diriger l'enquête vers quelque chose d'autre. Ils ont fait lire le dossier à plusieurs experts et tous ont dit une chose. Darrell Wilson ne correspondait pas au profil comportemental du ravisseur. En fait, selon les nouveaux enquêteurs, Darrell était un criminel impliqué dans la drogue depuis plusieurs années, mais selon eux, il n'était pas un assassin. Les nouveaux enquêteurs vont en fait avoir comme nouvelle théorie que Darren aurait pu vendre de la drogue à Sherry ou quelque chose comme ça, ce qui faisait qu'il la connaissait et donc il aurait paniqué quand il avait compris qu'on le soupçonnait. Selon eux, il aurait alors pu très mal subir toute cette pression et c'est suite à ça qu'il aurait décidé de mettre fin à ses jours. C'est fort possible parce que la seule chose qu'il y avait vraiment contre lui, c'est un médium, le fait qu'il avait une camionnette verte, mais ça fait pas de lui un assassin, et le fait que sa belle-sœur ait dit qu'il connaissait Sherry. Tout le reste peut effectivement être expliqué par la panique. D'ailleurs, le fait qu'il ait repeint sa camionnette verte en brune 8 jours après la disparition de Sherry pourrait d'ailleurs être un signe qu'il avait paniqué et qu'il avait peur d'être accusé à tort. Mais donc là, les nouveaux enquêteurs sur ce dossier vont essayer de trouver un nouveau suspect qui pourrait être crédible. Ils avaient déjà une première impression qui était que le meurtrier présumé de Sherry n'en était sans doute pas à son coup d'essai. En fait, selon eux, tout semblait trop bien rodé, trop bien travaillé pour que ce soit la première de son ravisseur. Ils ont alors commencé à chercher des meurtres ou des disparitions qui pourraient être similaires au cas de Sherry. Et justement, ils en ont trouvé. Ils ont alors découvert qu'un peu plus d'1 an après la disparition de Sherry, une autre femme du nom de Catherine Yona Redmond, âgée elle aussi de 18 ans, avait disparu dans la nuit après avoir quitté une soirée au sein de l'université de Salem. Ce qui est assez surprenant, c'est que dans le cas de Catherine, tout comme dans le cas de Sherry, sa voiture a été retrouvée un petit peu abandonnée dans la ville de Salem, avec toujours les clés sur le contact et le moteur allumé. Par contre, on apprendra que dans le cas de Catherine, quelques jours après sa disparition, son corps a été retrouvé dans une rivière aux alentours. Mais donc voilà, en voyant que le cas de Sherry et le cas de Catherine se ressemblaient énormément, les enquêteurs se sont demandé s'il ne pouvait pas y avoir un lien entre les deux. Là, ils vont alors se rendre compte que dans le cas de Catherine, son assassin avait été arrêté et condamné.
L'homme s'appelait William Scott Smith et avait donc été reconnu coupable pour le meurtre de Catherine Redmond. Mais laissez-moi vous parler un peu plus de lui. William Smith est né dans la ville de Portland, dans l'état de l'Oregon, et au moment de la disparition de Sherry, il était âgé de seulement 23 ans. William est qualifié de tueur en série qui aurait sévi dans la région de Salem entre 1981 et 1984. Il faut savoir qu'au moment où les enquêteurs de Salem se sont penchés sur son cas pour savoir s'il pouvait avoir un lien avec la disparition de Sherry, ils vont constater qu'il n'avait pas seulement été accusé du meurtre de Catherine, mais aussi du meurtre de 2 autres filles. Donc en gros, il avait 3 meurtres à son actif et c'est pour ça qu'il était qualifié de tueur en série. Alors je vais quand même faire un petit point rapide pour connaître un petit peu ses victimes. Tout d'abord, il y avait eu une jeune femme du nom de Terry Monroe, une jeune femme de 21 ans. Elle, c'était sa toute première victime. Elle habitait elle aussi à Salem et a été portée disparue le 12 février 1981 alors qu'elle se trouvait avec des amis dans la taverne du musée de l'Oregon à Salem. De ce qu'on sait, elle était simplement allée dehors toute seule pour prendre un peu l'air et elle n'était jamais revenue. Au final, son corps avait été retrouvé au milieu de la rivière Willamette et l'autopsie avait démontré qu'elle avait été étranglée à mort. Ensuite, la deuxième victime de William pourrait être Sherry vu que son meurtre a eu lieu en 1982. Après ça, il va encore faire 2 autres victimes. La troisième victime, si on compte Sherry, a alors été une certaine Rebecca Darling. Elle a été portée disparue le 19 février 1984 alors qu'elle était âgée de 21 ans. Elle a disparu de son travail alors qu'elle travaillait de nuit dans une pompe à essence Circle K. Finalement, son corps avait été retrouvé dans la rivière Pudding et là encore, l'autopsie révélera qu'elle avait été étranglée à mort. Et puis après ça, sa dernière et 4e victime, toujours si on compte Sherry, a été Catherine Yona Redmond. Donc c'est celle dont je vous ai justement parlé et dont les circonstances de la disparition ressemblaient vraiment énormément à celles de Sherry. Donc voilà pour ce qui est de toutes les victimes de William et donc évidemment en voyant ça, les enquêteurs se sont dit qu'il était fort possible que Sherry soit l'une de ces victimes. Donc là, les autorités ont décidé d'aller voir William Smith en prison afin de lui poser quelques questions. On va alors lui montrer une photo de Sherry et lui demander s'il la reconnaissait, mais il a nié toute implication dans cette histoire. Il va d'ailleurs donner un alibi et il dira qu'au moment de la disparition de Sherry, il conduisait un camion dans la région de Washington, donc il n'était pas du tout dans la région ou même dans l'état de l'Oregon. Donc suite à ça, les enquêteurs ont laissé tomber cette piste et le dossier est redevenu un cold case. Mais là, encore un petit peu plus tard, le dossier va à nouveau être réouvert par des nouveaux enquêteurs et ils vont un petit peu reprendre cette piste au sérieux. Ils vont alors décider de réexaminer le dossier de William Smith. Grâce à une recherche un petit peu plus poussée, les nouveaux enquêteurs vont retrouver un témoignage que William avait donné à la police de Salem quelques heures après le début de la recherche de Sherry. Donc là, ça voulait tout simplement dire qu'au moment de sa disparition, William Smith était bel et bien à Salem et non en train de conduire un camion dans l'état de Washington. Les enquêteurs ont alors décidé de mettre un plan en marche. Ils ont équipé certains des codétenus de William avec un enregistreur et ils ont tout simplement attendu que William leur confie quelque chose. Et ça a marché parce qu'à un moment donné, William va parler d'avoir un jour été impliqué dans un incident avec une livreuse de pizza. Par contre, il ne mentionnera absolument pas le nom de Sherry. Mais en tout cas, suite à ça, en 2007, donc 25 ans après la disparition de Sherry, William Smith va à nouveau se faire interroger par la police. Alors, dans un premier temps, il va tout simplement refuser de parler. Mais finalement, il va changer d'avis lorsque les enquêteurs vont lui proposer un accord. Ils lui diront que s'il acceptait de coopérer, ils accepteraient de le changer de prison. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument changer de prison, j'imagine que ça se passait mal là-bas, mais en tout cas cette proposition va vraiment le faire changer d'avis. Suite à ça, il va alors avouer être bel et bien impliqué dans l'enlèvement et le meurtre de Sherry. Il va alors expliquer que le 4 juillet 1982, son ami Roger Nosef avait décidé de commander des pizzas. Ils avaient alors décidé de mettre une adresse au milieu des
bois et avait ensuite attendu que la livreuse de pizza arrive. Lorsque Sherry était alors arrivée, eh bien William et son ami Roger lui avaient alors sauté dessus et l'avaient entraîné jusqu'à l'intérieur de leur camionnette. Ils avaient alors conduit jusqu'à la maison des parents de William, ils avaient été un petit peu plus loin et c'est là-bas qu'ils avaient tué Sherry. D'ailleurs, ils préciseront qu'ils avaient tué Sherry en l'étranglant. Après ça, ils avaient alors jeté son corps dans la rivière Pudding, tout comme William l'avait fait avec ses autres victimes. Alors, ça, c'est le récit de William Smith. Son récit correspond aux preuves matérielles trouvées sur les lieux. Eh bien, les enquêteurs n'étaient pas sûrs à 100% à ce moment-là qu'ils disaient la vérité parce qu'il y avait un accord derrière, ils voulaient changer de prison. Donc, est-ce qu'il avait dit ça justement pour obtenir ce qu'il voulait? Ils ne pouvaient pas en être sûrs à 100% que c'était totalement la vérité. Mais bon, finalement, ils vont quand même se rendre compte que William Smith avait donné des informations sur le crime qui n'avaient jamais été rendues publiques. Par exemple, il connaissait la commande de pizza exacte qui avait été passée ce soir-là. Il a aussi dit qu'à la base, lui et son ami Roger avaient prévu d'enlever une autre livreuse de pizza, on l'avait appelée Claire, rappelez-vous, mais qu'elle ne travaillait pas ce jour-là. William a également dit que son ami Roger avait appelé le restaurant Domino's le lendemain pour leur demander une rançon alors que, encore une fois, je le rappelle, ce détail n'avait jamais été médiatisé. Malheureusement, Roger Nosef, donc en soi le complice de William, est décédé en 2003, donc les enquêteurs n'ont jamais pu l'interroger dans le cadre de cette affaire. Mais en tout cas, le 18 décembre 2007, William Smith a décidé de plaider coupable pour le meurtre de Sherry et a été condamné à la prison à vie. Mais bon, en soi, il était déjà en prison, donc ça ne changera pas grand-chose à sa vie. Malgré tout, eh bien aujourd'hui, le corps de Sherry n'a jamais été retrouvé. Les enquêteurs ont pu constater qu'au moment de sa disparition, il y avait des inondations dans la ville, donc c'est possible que l'eau des rivières ait débordé et que le corps de Sherry ait été se cacher quelque part. Voilà, peut-être qu'on ne le retrouvera jamais, vu que peut-être qu'il n'est même plus dans la rivière. En tout cas, Sherry a disparu alors qu'elle avait seulement 18 ans et si elle était toujours en vie aujourd'hui, elle aurait à présent 60 ans. Pour ce qui est de William Smith, eh bien il est toujours vivant aujourd'hui, il est âgé de 64 ans, il a reçu 4 condamnations de prison à vie, une pour chacune de ses victimes, donc clairement il ne sortira jamais de prison. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de toute cette histoire autour de Darren, donc le tout premier suspect qui avait mis fin à ses jours. J'ai quand même du mal à comprendre sa réaction, pourquoi est-ce qu'il a mis fin à ses jours, pourquoi est-ce que ce médium était sûr que c'était lui le coupable. Voilà, n'hésitez pas à me dire, même si je pense sincèrement que la personne qui a assassiné Sherry, c'est bel et bien William Smith. Mis à part ça, n'oubliez pas d'aller faire un tour en barre de description si vous êtes intéressé par les produits Holly. N'oubliez pas le petit code promo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup de mettre des petits pouces en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye!